Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'être avec Edgar Cousin, BDR Manager chez HubSpot. C'est lui qui fait de l'outbound chez l'inventeur de l'inbound et qui en plus a l'équipe, enfin son équipe, l'équipe France est l'équipe numéro 1 dans le monde des BDR. Donc tu vas nous parler de ça, mais tu vas aussi nous parler de comment tu fais de l'outbound avec HubSpot, quelles sont les fonctionnalités que tu utilises. Et puis, quelles sont aussi les clés de ton succès et du succès de ton équipe pour devenir numéro 1 monde chez l'inventeur de l'inbound qui fait de l'outbound. Mais avant ça, je vous souhaite à tous la bienvenue dans Les Aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous amène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabi-Schwebel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Ça fait combien de temps que tu es chez HubSpot, Edgar ? Ça fait bientôt 3 ans. Et bonjour Gabriel, bientôt 3 ans. Salut, c'est vrai que je ne t'ai pas salué en intro. Bienvenue. Et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent également. Mais oui, bientôt 3 ans Gabriel. Et avec 2 postes. J'ai commencé en account exécutif d'abord. D'accord. Et ça fait combien de temps que ton équipe est numéro 1 ? Ça fait plus d'1 an et demi. Et ça fait combien de temps que tu es manager de cette équipe ? Ça fait un peu plus d'1 an et demi. Bravo. Ça sonne tout de suite comme le melon comme introduction. Non, ça sonne que tu as des choses à nous partager, à nous apprendre pour que ça marche. Oui, l'équipe performait bien avant que j'arrive. Il y a toujours eu des bons performeurs dans l'équipe française. On en reparlera tout à l'heure, je sais que tu veux qu'on aborde le sujet, mais l'équipe française et notamment les Français en général travaillent assez dur chez HubSpot. Donc l'équipe a eu des bons résultats, mais on a mis quelques actions en place et on a joué avec quelques ficelles et cordes pour garder cette position et l'amener jusqu'à plus de 18 mois. Avant qu'on attaque le sujet de ton utilisation d'HubSpot, dis-nous un peu quelques clés là, qui font le succès de ton équipe et qui peuvent intéresser d'autres BDR managers ou d'autres personnes qui encadrent des commerciaux, parce que c'est quand même une tâche pas toujours facile. Oui. Un des premiers facteurs, c'est comme tout le monde doit l'avoir déjà en tête, évidemment, c'est le recrutement. La chance d'HubSpot et la chance que j'ai, c'est d'avoir une entreprise qui est connue, célèbre et que les gens souhaitent rejoindre. Donc, c'est vrai que pour attirer des candidats, c'est simple. Genre, je remets pas en cause du tout le travail de recherche de nos HR qui nous trouvent toujours des très bons talents, mais voilà, on a un logo quand même qui est assez, qui attire déjà assez de monde. Mais ensuite, on a des process d'entretien qui sont bien définis, assez challengeants, et j'ai la chance évidemment aussi de recruter entièrement toute mon équipe. Donc c'est vraiment moi qui sélectionne les personnes qui vont me rejoindre, ce qui n'est pas tout le temps le cas quand tu es manager dans une entreprise. Des fois, tu hérites d'une équipe. Donc le premier facteur, c'est le recrutement. Je pense que je suis exigeant en recrutement, mais surtout très transparent et très clair sur ce qui va se passer pour les gens qui rejoignent mon équipe. Moi, j'en demande beaucoup des gens dans mon équipe. Je m'en demande aussi beaucoup à moi-même. Donc ça, c'est établi dès le début des entretiens. Et j'essaye de sonder leur motivation profonde à l'idée de rejoindre l'entreprise, puisqu'on a aussi... alors le fait qu'on ait un fanion attire du monde, mais le monde peut aussi être attiré simplement par la lumière et pas par la mission. Donc c'est aussi mon rôle de faire le tri sur ceux qui nous rejoignent pour les bonnes raisons, je dirais, de se faire challenger, évoluer et avoir des résultats, construire leur début de carrière avec un socle solide, et ceux qui voudraient nous rejoindre simplement pour avoir un joli logo sur leur CV. Donc ça, c'est aussi mon rôle. Et puis après, c'est de la gestion au quotidien. Je pense que c'est, encore une fois, comme tous les managers l'ont en tête, mais moi, j'ai une équipe de 12 personnes. J'ai une équipe qui est aussi en remote, donc j'ai des gens sur Paris avec moi au bureau, mais j'ai des gens qui sont 100% à Perpignan, en Bretagne, parfois même en Irlande. Donc c'est déjà réussir à comprendre le rythme de chacun, les envies de chacun, jouer avec les motivations de chacun. Donc ça, c'est passé quand même beaucoup de temps avec les équipes. On a pas mal de réunions. Alors moi, je suis contre la réunionnite. Quand ça peut être un email, je préfère un email. Mais on essaye d'avoir le maximum de temps disponible pour partager des bonnes pratiques. Et puis on a tous les outils, on va y venir, mais on a évidemment tous les outils qu'il faut pour pouvoir analyser qu'est-ce qu'une bonne pratique, qu'est-ce qu'une moins bonne pratique, que ça avec de l'enregistrement d'appels au volume, en passant par les emails. Enfin voilà, tout ça, on va pouvoir en reparler, mais c'est des choses que je regarde au quotidien et que j'oblige, entre guillemets, mes équipes à regarder d'elles-mêmes. J'ai envie qu'elles soient curieuses envers leurs données et que je sois pas uniquement le seul à venir à
Comme ça, une fois le lundi en one-one, leur dire, bah regarde, là, tu as fait ci, là, tu as fait ça, je veux que ce soit eux qui arrivent préparés, qui connaissent leurs données, qui les maîtrisent. Donc, ils en prennent possession. Je pense que c'est important pour leur suite de carrière aussi. Tu me parlais en préparation que tu faisais aussi un onboarding complémentaire à celui de l'entreprise. Ouais, HubSpot a un onboarding d'1 mois qui est très bien, qui est générique au début sur un tronc commun avec l'ensemble du globe. Donc ça, c'est assez intéressant. Tu peux te faire des contacts chez HubSpot à travers la planète. Et puis après, tu pars sur les 2 dernières semaines, qui sont des semaines un peu plus axées sur ton job futur. La faille finalement de cet onboarding-là, c'est que c'est un onboarding qui est jamais dédié non plus au pays. Et chaque pays a sa typologie de prospects, sa typologie d'interaction. Les Français ne réagissent pas à la prospection comme les Allemands, par exemple. Donc, on a doublé derrière d'un autre onboarding. Alors, on se met un peu au milieu. En fait, à partir de la 2e semaine, on reprend un peu la main avec des anciens de mon équipe, des managers français aussi d'autres équipes, sur finalement à quoi le meilleur exemple ressemble. Et là, on va aller coacher déjà qu'est-ce qu'une bonne industrie, qu'est-ce qu'un bon persona, comment les challenger, quels sont leurs challenges. Et on va faire des roleplays. Et il n'y a pas que moi qui le fais. Il y a des BDR de mon équipe senior, mais aussi d'autres managers, parce que nous, on travaille évidemment avec plusieurs autres équipes chez HubSpot. Et c'est important que ces équipes-là aussi, dès le début, soient investies dans la formation des BDR, parce que les BDR vont travailler pour elles indirectement. Et donc, il y a cette relation aussi qui est importante dans la réussite de l'équipe. Tout à l'heure, on parlait des facteurs clés de la réussite de l'équipe. C'est aussi l'alignement avec les autres équipes, que tout le monde soit sur un seul et même objectif qui est la croissance. Les équipes que vous alimentez en lead, en fait. Ouais, exactement. Et il y a des fois où il y a des frictions, parce qu'on n'est pas tout le temps sur les mêmes objectifs. Dans plein d'entreprises, les BDR peuvent avoir des frictions avec les accounts exécutives. On essaye ici au maximum de les aligner dès le début pour que tout le monde soit clair, même si les objectifs métriques ne sont pas les mêmes, l'objectif commun est le même, à savoir la croissance d'HubSpot France. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment vous faites de l'outbound? Est-ce que c'est de l'email? Est-ce que c'est de la téléphonie? Est-ce que c'est des séquences qui combinent les deux? Et bien sûr, avec quels outils vous faites ça? Est-ce que c'est entièrement HubSpot ou est-ce qu'il y a quand même des outils tiers? HubSpot n'est pas connu ou reconnu sur sa suite outbound, même si elle est quand même finalement assez complète, mais il y a quand même une philosophie de pas mettre dans la base de données des contacts qui sont pas opt-in, ce genre de choses. Donc voilà, comment tu fais? Comment vous faites? Ouais, c'est une excellente question. En effet, HubSpot déjà a son image de inbound, donc on était plutôt parti pour ne jamais faire d'outbound, je pense qu'il y a 15 ans. Après, le marché a changé aussi, HubSpot a changé son positionnement également. On a eu des développements, comme tu le sais, de Sales Hub, Service Hub, voilà, d'autres hubs qui viennent faire une plateforme 360. Donc, on a déjà des outils en interne qui sont complétés d'autres outils. On a par exemple aujourd'hui en interne des outils de séquençage d'emails mélangés avec des tâches LinkedIn, mélangés avec des appels. On a de l'appel en interne, mais il y a des outils qu'on n'a pas, qu'on vient compléter, notamment sur les enregistrements d'appels, l'analyse comportementale dans les appels, le temps de parole, le débit de parole, etc. Donc ça, c'est des outils qu'on vient rajouter. Et sur comment on fait de l'outbound, comment s'organise en fait l'équipe. L'équipe aujourd'hui travaille déjà, pour donner un peu de décor, l'équipe travaille en moyenne entre 1200 et 1800 entreprises. Sur ces entreprises-là, nous, on a 3 à 5 personas intéressants, CMO, Head of Sales, responsable service, CEO, DAF, etc. Donc, ça fait vite 5 6 000, 7 000 contacts à travailler par BDR. Donc, c'est quand même un volume important. Et donc, dans cette base de données-là, il faut qu'on soit capable de travailler au bon endroit au bon moment, ce qui est un peu aussi la promesse d'HubSpot envers ses clients. Et donc pour ça, on a évidemment la plateforme qui permet, comme tu le sais, de suivre finalement les visites du site web, les interactions de quelqu'un avec notre site. Mais on a aussi d'autres sources, plutôt sur du low intent. Donc là, c'est plutôt des sources qui viennent alimenter en fait le CRM d'HubSpot. Ça va être par exemple ZoomInfo, Sixsense, ce genre d'applications-là qui poussent de la donnée chez nous. Pour nous dire ces personnes-là dans cette entreprise-là recherchent en ce moment un outil de CRM, de marketing automation, ces challenges-là. Donc on a notre propre intent, nos propres QL avec des téléchargements, des consultations de pages, de l'intent externe. Et en fait, ces ensembles-là, plus du scoring, etc., nous permettent déjà de faire un premier tri dans les 5-6 000 contacts qu'on a. On arrive déjà à faire tier 1, tier 2, tier 3. Et en fonction, notre prospection va être adaptée. Sur ce qui est du tier 3, on va aller plutôt à travailler en séquence. Alors, les séquences sont rédigées très régulièrement par les équipes. On a des ateliers réguliers chez nous, dans l'équipe BDR,
rédaction de séquences, réadapter les séquences, parce que comme tu le sais, les titres changent, le corps de l'email change, il faut le faire de plus en plus court, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de suivre. Et on va faire plutôt de la séquence d'email sur les personnes un peu moins chaudes, entre guillemets. Ouais, exactement, les personnes un peu moins chaudes, un peu moins intéressantes pour nous. Sur celles qui sont dans le tier 2, on va faire de la séquence mixée. Donc là, ça va être une séquence qui ne va pas être que de l'email. Pour le tier 3, c'est de l'email avec des emails plutôt sur du long terme. Donc on essaie de faire des séquences avec 5, 6, 7 jours, parfois même d'intervalle. Travailler finalement un peu en nurturing. Sur le tier 2, on vient mixer. Donc sur le tier 2, là, on est plutôt sur de la séquence aussi, mais on essaye de mettre une première vidéo de prospection, par exemple, dans le premier email. Donc HubSpot, dans ses versions professionnelles Enterprise, un outil de vidéo qu'on utilise. Donc là, on va faire une première vidéo sur, par exemple, la page LinkedIn du prospect avec bonjour Gabriel, en 1 minute 30, un petit pitch, pour super personnaliser le premier mail et puis après faire une séquence un peu plus générale sur la suite, voire mixer avec du Sales Navigator et peut-être une tâche d'appel à la fin. Et sur ce qui est du tier 1, là, c'est 100% appel à froid. Avec cette volonté tout le temps d'être le plus précis possible. Donc les équipes ont aussi... 100% appel à froid, pas du tout ouais. d'email. On vient faire du multithreading, mais on essaye d'abord d'appeler. Et après, on vient rajouter, finalement, si on n'arrive pas à avoir la personne, là, on va l'enrôler dans une séquence d'email où on va aller sur son LinkedIn, que ce soit pour commenter des posts, les liker, essayer de lui envoyer un vocal sur LinkedIn, ce genre d'action-là. Mais d'abord, on essaie quand même de connecter par téléphone. Ne serait-ce que pour rester dans la logique d'HubSpot, ne pas déranger si c'est pas le bon moment. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une réponse assez rapide par téléphone. Si on voit que c'est pas du tout le bon timing, qu'ils sont pas du tout intéressés, on va pas les enroll, on va pas prendre toute l'entreprise pour les mettre tous dans une séquence, alors qu'ils finalement ils sont pas intéressés. Donc voilà pour le tier 1. Et là sur chaque BDR a sa propre séquence, chacun y met sa créativité ou c'est pour tous les BDR Tier 3, c'est la séquence non, définie. Ouais, c'est une bonne question et c'est une question en plus qu'on me pose souvent en entretien et qui, je pense, nous différencie d'autres entreprises. Les BDR peuvent très bien recréer les séquences. Ils peuvent les adapter à leur guise. Le marketing chez nous et les BDR managers, on crée quand même une base de séquences qui sont utilisables par tous les nouveaux. Mais si demain, tu as un instinct de rédacteur où tu as une belle plume, tu peux évidemment les perfectionner, voire on est preneur d'ailleurs de ces feedbacks-là. Donc tu peux très bien créer tes propres séquences. On vient quand même les checker avant qu'elles soient envoyées, ne serait-ce que pour éviter quelques coquilles, la langue française ayant ses particularités. Mais derrière, tu es libre après de créer ce que tu veux. Et après, chaque vidéo, par contre, est personnalisée sur le tier 2. Ouais, chaque vidéo, alors on fait les deux. On fait une première vidéo très personnalisée dans le mail 1 et on utilise aussi un petit trick qui est en fait de faire des vidéos génériques mais par industrie par exemple, qu'on vient mettre dans le 3e ou le 4e email, qui sont des vidéos où on s'adresse directement à la caméra. Donc tu as vraiment l'impression quand tu la visualises qu'on te parle à toi, mais ça c'est une vidéo par contre qui est envoyée à toutes les personnes de ton persona dans ton industrie. Et souvent on est sur une page d'un cas client qui est pertinent ou sur une page du site d'HubSpot. Et sur la première, il y a combien de personnes dans la séquence tier 2 et ça fait combien de vidéos à enregistrer en préalable d'une séquence? C'est une matinée où on se consacre à dire coucou ouais, c'est un bon point. Les vidéos d'enregistrement, déjà, c'est pas obligatoire. Il y a des BDR qui aiment pas du tout faire ça. Donc on vient pas les forcer à devenir des youtubeurs. Mais ça peut prendre du temps, en effet. On fait peut-être 10-12 vidéos de prospection par jour. Finalement, la vidéo de prospection, moi, c'est comme ça que je la pitch à mes équipes. C'est un message vocal, finalement, mais enregistré visuellement. Donc, une fois que tu as compris et que tu as un peu ton pitch, tu répètes quand même très souvent, à part le prénom et peut-être les challenges. Enfin, voilà, mais dans ta tête, tu as quand même quelques scripts. Et plus t'en fais, plus c'est facile. Donc voilà comment ça se déroule pour la vidéo de prospection. C'est pas encore une fois quelque chose qui est et vous voyez des résultats meilleurs quand même pour ceux qui en font? La vidéo, c'est pas quelque chose qui a un retour instantané. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on cherche. Si on veut un retour instantané, c'est l'appel à froid. Là, on va appeler, tout de suite, on a un retour. La vidéo, on essaie plutôt de créer, je pense, de l'émotion et du bruit de couloir dans les bureaux dans lesquels on envoie la vidéo. C'est-à-dire que l'idée qu'on se fait de la vidéo chez nous, c'est qu'on envoie une vidéo, c'est quand même très différenciant, je pense. Ça prend quand même du temps, comme tu l'as dit. Et donc, on espère que le persona ou ses pairs vont en parler à la machine à café, vont se dire, bah tiens, ce matin, j'ai reçu un mail
sortait un peu de l'ordinaire. Alors, on n'est pas évidemment les seuls à le faire. Mais voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de créer. On essaie de créer, voilà, c'est un peu cette discussion autour d'HubSpot dans les moments de pause chez nos prospects, pour derrière, en action 2 ou 3, faire un appel qui tombe normalement plutôt à pic, puisqu'ils ont reçu une vidéo, donc ils se rappellent de nous. Et quand ils ne l'ont pas regardé ou qu'ils n'ont pas vu le mail passer, le fait qu'on leur dise qu'il y avait une vidéo pour eux les amène derrière l'appel à aller finalement regarder cette vidéo-là. Et donc, ils sentent qu'ils ne sont pas dans une mass mailing, ils ne sont pas en train de... Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'à la fin, entre un BDR qui fait des vidéos et un qui n'en fait pas, ça se voit ou finalement pas tant que ça parce que celui qui n'en fait pas a d'autres qualités, est plus à l'aise au téléphone ou... Ouais, bah je dirais que ça ne peut pas se voir finalement parce que déjà la base de contact et la base d'entreprise qui travaillent ne sont jamais les mêmes. Donc il y a tellement de facteurs Oui, c'est ça. Il y qui a, il y a, il impactent. y a pas d'impact significatif. Non, il y en a pas. Sauf dans de l'approche vraiment quand on va aller chercher 5, 10, 15 target accounts, où là on est vraiment sur de l'approche avec du coup la compte exécutive, où par semaine ils se listent une liste, enfin et voilà, ils se font une liste de comptes qui veulent travailler parce que c'est des très très bons fits HubSpot, et où là ils vont aller faire plusieurs vidéos pour la même entreprise. Ils vont parfois même faire des vidéos un peu ensemble, etc. Donc là c'est assez différenciant et ça a un impact puisque là on obtient des réponses qu'on n'avait pas réussi à avoir avant en faisant simplement de l'appel, parce que c'est des entreprises qui sont sursollicitées. Dans ces cas-là, oui. Pour le reste, je te dirais non. Je pense que ça se mélange en fait à la masse de toutes les actions de prospection qu'on peut faire. Pour revenir un peu aux outils, donc tu disais la vidéo, ça c'est une fonctionnalité d'HubSpot que vous utilisez. Tout ce qui est appel sortant, c'est aussi HubSpot. Il n'y a pas d'intégration avec d'autres solutions. On connaît Aircall, on connaît Ringover. Ouais. Alors HubSpot a évidemment, comme tu viens de le dire, plusieurs intégrations avec des solutions de téléphonie. Nous, on utilise la nôtre, qui est native dans HubSpot. En plus de ça, on utilise dans l'équipe BDR France On-Off, qui est une startup créée par notre ancien champion de roller français, qui permet en fait de générer des numéros de téléphone portable. Puisque finalement, les numéros qu'on nous propose, nous, chez HubSpot, ça c'est la toute petite particularité, mais sont des numéros de téléphone fixe. On sait qu'il y a quand même plus de résultats quand on appelle de portable à portable. Donc nous, on utilise ce petit applicatif en plus pour aller, qui nous permet aussi de faire du SMS. On fait aussi du SMS pour prospecter. Donc voilà, on a cet outil supplémentaire, je dirais, pour la téléphonie en tout cas. D'accord. Et effectivement, après, toutes les séquences et tout, pas d'outil externe, c'est HubSpot qui fait ça. Ouais, pour les séquences, c'est HubSpot qui vient générer les séquences. Donc HubSpot, comme tu le sais, fait de la séquence d'email. Tu peux intégrer dedans des tâches d'appel, des tâches d'email LinkedIn. Certaines personnes de l'équipe, notamment sur des très grands comptes, vont rajouter à ça un outil qui est Wallaxy, qui permet en fait d'aller un peu plus loin, je pense, sur la partie LinkedIn. HubSpot aujourd'hui ne le fait pas pour diverses règles d'intégration qui font que des grosses entreprises américaines peuvent peut-être pas se permettre de faire ce que certaines petites pousses font, même si Wallaxy est plus qu'une petite pousse, je pense maintenant. Donc il y a des gens de l'équipe qui vont utiliser Wallaxy, il y a même des accounts exécutifs qui vont l'utiliser, mais ça c'est jamais proposé par HubSpot Corp. C'est des initiatives un peu soit d'équipe, soit de personnes. Pour finir, tu peux nous parler un peu de tes reporting, tes tableaux de bord, enfin comment tu renforces les bonnes pratiques au sein de ton équipe? Ouais, et bah écoute, on essaye de. Alors, même si c'est assez contre-intuitif, parce que je travaille dans le CRM, déjà j'essaye de pas donner trop de données toute la journée à mes équipes, parce que je pense que la donnée, on peut lui faire un peu dire ce qu'on veut. Donc j'essaye de minimiser en fait le nombre de tableaux de bord à utiliser, même si c'est compliqué. Les tableaux de bord qu'on va suivre, évidemment, c'est le volume d'activité, le volume d'appels, mais à chaque fois, il y a toujours un biais. C'est-à-dire que quand tu regardes le volume d'appels, derrière, tu peux aussi générer des faux appels. Enfin, tu peux juste appeler pour remplir un dashboard parce que tu es stressé, tu as envie de bien faire, tu as envie d'être bien vu. Donc, on va plutôt nous regarder le nombre de discussions. Ce qu'on appelle discussion, c'est le nombre d'appels qui est connecté, qui a duré plus de 1 minute 30, avec un persona qui est intéressant. Donc, finalement, un appel qui, en fait, est pertinent pour HubSpot. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va regarder. On va aussi regarder le nombre de personnes qu'on a mis en séquence, par exemple, par semaine, pour vérifier finalement que tous ces tier 3 et tier 2, on les travaille également. Et puis ensuite, finalement, les ratios entre le nombre d'appels tentés et le nombre d'appels connectés. Donc, est-ce qu'on a un bon connect rate? Est-ce que les numéros qu'on appelle sont les bons? Est-ce qu'on appelle les bonnes personnes? Est-ce que notre numéro de téléphone est blacklisté ou pas? Enfin, voilà, ce genre de petits signaux qui peut sortir avec un connect rate. Et puis derrière, on va descendre connect rate, donc discussion sur rendez-vous pris,
rendez-vous pris, nous, on va aller regarder aussi le nombre de rendez-vous pris qui a été transformé pour éviter les no-shows. Rendez-vous transformé, est-ce que derrière la compte exécutive a eu une démonstration pour éviter finalement les problèmes de qualité de rendez-vous pris par les BDR. Et après, on suit évidemment aussi le MRR qui rentre de ces potentiels rendez-vous. Donc, l'idée, en fait, c'est de donner à chaque BDR, et ça, c'est via les tableaux de bord qu'on le fait, une vue très claire, finalement, du nombre d'activités qu'ils ont besoin de mettre en haut du funnel pour arriver à leurs résultats en fin de mois, dépendant du résultat qu'ils veulent atteindre. Est-ce que c'est uniquement 100%? Est-ce qu'ils veulent faire plus? En fonction de ça, en fait, ils peuvent très facilement calculer l'énergie et le nombre de volumes qu'ils ont besoin de mettre tout en haut, avec évidemment, on garde en tête que chaque mois est différent et chaque période aussi, donc il y a toujours un petit delta. Et tes taux de conversion sont homogènes d'un BDR à l'autre ou tu as des fortes disparités? Non, il peut y avoir des fortes disparités, déjà dépendant des segments. Mais BDR en corporate, donc tout ce qui va être entreprise de 1000 à plus de salariés, ont un connect rate qui est plus faible. Et les personnes en mid-market ont un meilleur connect rate. Et ensuite, ça dépend beaucoup. Et donc, c'est quelque chose que je suis plutôt que d'essayer de tout de suite taper du poing sur la table en disant, mais regarde ton connect rate, tu fais plein de fautes, tu fais plein d'appels pour juste faire du volume. On essaie de le suivre parce qu'évidemment, ils ont aussi, eux, leur propre semaine et ils choisissent ce qu'ils veulent faire dans leur semaine. Donc, il y en a qui vont, par exemple, prendre une semaine pour, je sais pas moi, challenger une typologie de persona en particulier. Donc, ils vont viser que des CEO. Les CEO étant des gens très occupés, évidemment, le connect rate va chuter. Donc, en fait, ce que j'essaie de surtout vérifier, c'est ce qu'ils me racontent en one-one, donc dans leur objectif de la semaine, sur quoi ils travaillent en ce moment. Est-ce que derrière, on peut le vérifier dans les chiffres et aussi vérifier leur ressenti terrain par rapport aux données. Parfois, ils se trompent. J'en ai qui me disent, mon connect rate en ce moment, j'arrive à avoir personne, c'est compliqué, j'ai aucune discussion. Et en fait, quand on vérifie, on est à 1% d'écart par rapport à leur moyenne de l'année. Donc, c'est vraiment un ressenti personnel. Donc, soit ils ont besoin de prendre du temps pour eux, soit ils sont fatigués, soit voilà, il y a d'autres problèmes en fait. Soit on voit chez certains, en effet, des connect rates qui chutent. On était à 25, 24%, puis en 6 mois, on est passé à 17, 15, 14%. Et donc là, c'est du travail de fond et pour reprendre des outils qu'on a en plus, ça va être remapper des contacts, donc recréer des nouveaux contacts, utiliser les numéros de portable, etc. Donc là, on va utiliser des outils tiers, que ce soit LeadIQ, qui est un outil qui se connecte avec Sales Navigator et qui permet en fait de scanner des contacts, Casper, Lusha, enfin voilà, tous les outils comme ça qui vont nous permettre de reprendre des numéros, voire des nouveaux contacts. D'accord, le connect rate, il baisse, c'est pas que la faute du BDR, c'est aussi la base qui s'use, Exactement. une perte de qualité, ce genre de choses. Ouais, exactement. Ça peut être lié on essaye à chaque fois de réfléchir à tous les facteurs. Donc, il y a, est-ce que finalement le numéro on-off, est-ce qu'on ne pourrait pas le changer? On-off, on puisse permettre de changer souvent tes numéros. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le numéro? Est-ce que c'est pas les horaires? Avec les tableaux de bord HubSpot, on vérifie finalement. Je vérifie aussi pour l'équipe quels sont les meilleurs jours pour connecter, quelles sont les meilleures heures pour connecter. Et en fonction, je vérifie si le billard est dans ces jours-là ou dans ces heures-là. Et parfois, ça peut être aussi une mauvaise habitude. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude d'appeler à telle heure, de faire un peu leur session de 1 heure focus à cette heure-là. Puis, pour des raisons de one-one, pour des raisons d'autres choses qui sont ajoutées à leur to-do, ils ont décalé l'horaire sans vraiment s'en rendre compte. Et en fait, ils sont sur un horaire qui connecte vraiment moins bien. Donc, c'est déjà repartir sur ces bases-là de ce qu'on peut maîtriser grâce à la donnée. Et ensuite, il y a évidemment, au bout d'un moment, une base qui s'use, comme tu le dis. Donc là, c'est soit le moment de changer les alignements entre les accounts exécutives et les BDR, parce qu'au bout d'un moment, quand ils ont travaillé ensemble depuis 10 mois, 1 an, ils ont vraiment travaillé l'ensemble des comptes. Donc, eux aussi, il y a une certaine lassitude, et puis ils vont appeler 4, 5, 6 fois la même personne. Donc, quand on appelle 5, 6 fois la même personne, automatiquement, le connect rate baisse, parce qu'on est en train de taper 5, 6, 10 crédits d'appel pour finalement un pauvre appel connecté. Donc, il y a aussi cette lassitude-là. Donc, ça, c'est soit aller chercher des nouveaux comptes, soit changer complètement l'alignement. Voilà, il y a toujours plusieurs issues à un problème, mais c'est vrai que ce qui est important, je pense, c'est de le connaître, de voir que le connect rate baisse. Ça, c'est important d'avoir l'outil qui le permet. Et puis derrière, de ne pas aller trop vite en besogne sur ce qui pourrait être, à mes yeux, un biais, mais tout à fait naturel, qui est mon équipe fait ci, mon équipe fait ça. Mais plutôt essayer de partir essayer de partir du principe que tout le monde a un bon sentiment et envie de bien faire. Il y a toujours il y a une multitude de facteurs qui font que un des indicateurs peut être en baisse. Super. Sur la conversion, là, c'est plus homogène ou? La conversion, elle est homogène. Alors, c'est marrant parce qu'en fonction du nombre de mois qu'ils ont dans l'équipe, les conversions changent. Ils ont à peu près toujours les mêmes.
C'est-à-dire que quand ils arrivent, alors comme je te disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir des gens qui nous rejoignent, qui ont de l'expérience. Donc faire des appels, etc., on peut toujours les recoacher, mais globalement, ils savent très bien faire, ils sont à l'aise. Au début, ils vont prendre beaucoup de meetings. Donc ils vont trouver ça facile, ils vont se dire, bah attends, c'est bizarre, en fait, j'ai un objectif qui est de 18, mais moi j'arrive à faire 30, 35. Finalement, je suis un peu, je suis un cas exceptionnel. Et puis les reps vont leur faire des feedbacks. Ils vont leur dire, bah écoute, là ce que tu m'as envoyé, bon, c'était pas le bon timing, c'était pas ci, c'était pas ça. Donc ils vont commencer à devenir de plus en plus aussi exigeants envers eux-mêmes, parce qu'ils veulent être bien vus de leurs reps, ils veulent être aussi bien vus de leur manager, des équipes. Et puis à force d'écouter des prospects, à force voilà d'avoir des centaines d'appels, ils deviennent aussi de plus en plus exigeants parce qu'ils ont un scan dans leur tête qui leur permet de rapidement faire un centre de tri en fait entre projets intéressants, pas intéressants. Et donc là, le connect rate baisse parfois très drastiquement. C'est-à-dire qu'après quelques mois, d'un coup, des gens qui étaient top performers deviennent à 100% pile, voire un peu en dessous de 100%. Pourtant, ils mettent toujours autant d'efforts, il y a toujours autant de volume en amont. Et donc là, on peut imaginer que la conversation s'est densifiée. Voilà, qu'ils sont devenus plus stricts, qu'ils sont plus exigeants, peut-être qu'ils vont un poil plus loin dans la découverte aussi, dans les challenges, et donc qui bloquent un peu l'envoi du meeting à la compte exécutive. Et puis ça, c'est des choses sur lesquelles on est vigilant, qu'on regarde aussi grâce à la donnée. Et donc on le sait, moi je les brief quand ils arrivent, je leur dis tu vas voir, au début tu vas faire comme ça va être, tu vas avoir l'impression d'avoir réussi à trouver le truc que personne n'avait trouvé avant toi, puis naturellement tu vas redescendre et après tu vas t'adapter. Tu vas voir avec tes reps que finalement, parfois ils sont preneurs en fait de meetings simplement pour eux ils ont plus de temps dans les meetings de discovery, ils ont 45 minutes, 1 heure. Nous, on est sur des meetings où on fait un band qui dure 15-20 minutes. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus vérifier l'ensemble des points. Donc, parfois, il faut ouvrir un tout petit peu les vannes. C'est bien d'être exigeant. Il ne faut pas non plus empêcher des projets d'arriver parce que on a envie de trop bien faire. Et donc, ça, c'est l'après, en fait. C'est d'abord, ils font un pic en haut, pic en bas, et après, ils se stabilisent et ils trouvent un bon équilibre avec leur rep. Et puis, il y a aussi d'autres aspects. Il y a évidemment les questions ouvertes, les questions fermées, qui sont des choses qu'on a parce qu'on a des outils comme Gong, par exemple, qui enregistrent l'ensemble des appels. Et donc, moi, mon travail aussi en tant que manager, c'est d'essayer d'écouter le maximum de leurs appels pour refaire le match, ce qui est toujours plus simple, évidemment, que de le jouer. Donc, il faut aussi faire attention quand on écoute un appel d'un de nos commerciaux à pas être super exigeant envers les questions et les réponses données, puisqu'évidemment, on n'était pas dedans. Mais on peut trouver des biais. On peut trouver des biais, les gens qui répondent à la place des autres, qui donnent tout de suite des idées de réponse pour un peu aider le prospect à finalement à s'en tirer avec une carte plutôt que de juste laisser une question ouverte et se mettre en mute. Voilà, ce genre de petits détails qui finalement vont changer en fait sur un mois d'appel, vont complètement changer tes ratios, euh, puisque personne d'autre que le prospect peut te dire s'il y a un projet ou pas de projet. Et c'est pas à nous d'aller essayer de lui trouver déjà des façons presque De nous pushback. forcer le projet. Ouais, exactement. Effectivement, si tu as des meilleurs scores au début, c'est que tu vas chercher à forcer un projet, à faire prendre un rendez-vous et au final faire perdre du temps à tout le monde. Exactement. Et puis au début, tu as aussi envie de très bien faire. Quand tu rejoins une entreprise, tu as aussi ce biais. Tu as envie de tout de suite être bien vu, reconnu, de faire tes preuves à travers l'équipe, de montrer que toi aussi tu sais faire le job. Donc ça, c'est aussi mon rôle, je pense, en tant que manager, de rassurer au début, de leur dire, écoute, te sens pas obligé non plus d'aller t'arracher, parce que derrière, c'est quand même une carrière avec moi de 18 à 24 mois. Donc c'est pas un sprint, faut tenir quand même un minimum le marathon. Et donc faut pas non plus faire le feu de paille au début pour après avoir un petit coup de blues et avoir l'impression d'avoir fait le tour. Donc tout ça, c'est des choses que sur lesquelles j'essaie d'être vigilant. Il y en a peut-être plein d'autres que je rate. En tout cas, c'est celle-ci que j'essaie d'observer. Bon, c'est passionnant. On a largement débordé le format, mais je serais bien resté facile 1 demi-heure, 1 heure de plus avec toi. On comprend assez bien pourquoi tu es équipe numéro 1. Félicitations. Il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie avec les équipes et puis de la rigueur sur l'usage de la donnée, une présence au quotidien. Enfin, ouais, c'est pas par hasard que tu es numéro 1. Félicitations. Dernière question traditionnelle. Quelle est la prochaine étape de ton aventure HubSpot? C'est quoi la suite pour toi? Ouais, c'est une excellente question. HubSpot, du coup, comme tu l'as dit au début, passe de l'inbound à l'outbound, qui est ce qui me passionne. Moi, j'ai fait que de l'outbound avant, et donc je me vois bien rester chez HubSpot pour de l'outbound. HubSpot est aujourd'hui en train de beaucoup mieux organiser les équipes outbound. Donc ça se
ça se structure, il y a des postes qui s'ouvrent. Donc je pense que la prochaine étape pourrait être un rôle plutôt de manager, donc de directeur. Pourquoi pas dans quelques années prendre une position de directeur Sauce et Millet, qui est souvent le premier poste que tu prends quand tu passes de manager à directeur. Tu prends une région, l'Europe du Sud est une belle région, donc pourquoi pas ce poste-là. Mais c'est pas non plus pour tout de suite. C'est pas non plus pour tout de suite. Mais je suis pas pressé non plus. J'avais fait pas mal de podcasts aux États-Unis aussi, et un des sujets typiquement pour les managers de managers, c'est apprendre aux managers à faire ce que tu fais, à savoir renforcer les bonnes pratiques, avoir ces one-on-one réguliers, poser les bonnes questions, tout ce que tu as transmis un peu sur l'écoute de ton BDR, son ressenti, quel est le ressenti à la donnée, etc. Ça, c'est des choses que souvent les managers font mal. Et c'est des choses pour lesquelles il faut aussi former les managers. Il n'y a pas que les managers qui forment les BDR, mais il faut aussi former les managers à être des bons managers, à bien renforcer. Cet épisode des aventuriers d'HubSpot est terminé. On t'aurait écouté beaucoup plus longtemps, Edgar. J'espère que vous avez bien appris, découvert que HubSpot peut être aussi une solution d'outbound, découvert aussi toutes les bonnes pratiques d'Edgar pour manager son équipe, suivre la prospection avec ses tiers 1, 2, 3 et ses différentes formules pour prospecter, les reporting qu'il suit. Et si comme moi vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup Edgar, salut. Salut Gabriel, merci à tous.